BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H. L'économie mondiale se retrouve confrontée à un degré anormal d'incertitude après l'élection du président américain Donald Trump. Ce n'est pas moi qui le dis bien sûr, mais le vice-président à l'instant de la Banque Centrale Européenne. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur les marchés, une réaction un peu incohérente en tous les cas au programme économique extrêmement flou, lui aussi voire incohérent. On va avoir les explications en tous les cas, on l'espère, pendant cette demi-heure dans l'heure H. Avec Patrick Artus, chef économique de Natixis, et Jean-Paul Paulin, professeur à l'Université d'Orléans. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, membre éminent du Cercle des économistes. Et puis Emmanuel Le Chip de BFM Business. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a besoin d'explications, messieurs. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Avant l'élection, c'était la panique en disant Donald Trump, il risque de passer. Donc c'était la panique sur les marchés. Après... il y a eu un effet de surprise et puis après on a vu les marchés presque euphoriques. Patrick Artus, comment vous expliquez, est-ce qu'ils ont perdu leur logiciel ou de toute manière ils ont décidé qu'ils prendraient que le bon côté? Non, c'est vrai que les marchés s'habituent au pire. Oui, après le Brexit, vous voulez dire le Brexit, ça n'a pas eu tellement d'effets finalement. Et là, Trump, ça a eu des effets pendant un jour, quoi. Non, mais je crois que plus sérieusement, mais cela est vrai, hein, je veux dire, il y a une espèce de marchés ont vu tellement de crises qu'ils deviennent plus résistants. Je crois qu'essentiellement, les marchés se disent qu'est-ce qui est dans le programme de Trump acceptable par le Congrès et qu'est-ce qui probablement sera difficile à faire accepter au Congrès. Et finalement, ils se disent ce qui est acceptable par le Congrès, c'est les baisses d'impôts. Demande traditionnelle du Parti républicain, les baisses d'impôts, bien sûr, surtout la 20 points de baisse du taux d'impôt sur les profits des entreprises, c'est évidemment très bon pour les actions. Même les impôts sur les ménages les plus riches, c'est ceux qui achètent des actions. Donc, la hausse des dépenses publiques, bon, c'est bon pour les actions, c'est pas sûr que ça passe au Congrès, parce que le Congrès traditionnellement républicain n'aime pas les déficits publics. Par contre, le protectionnisme, qui serait catastrophique pour les multinationales américaines qui se fournissent à l'étranger, le Congrès n'en voudra pas. Je dis pas que c'est ça qui va se passer, je dis que c'est l'interprétation majoritaire sur les marchés financiers. Et l'arrêt de l'immigration, bon, peut-être, mais pas tant que ça finalement. On voit 3 millions, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc le marché a retenu que le taux d'impôt sur les sociétés allait baisser à 15% et peut-être même à 10%. Oui, mais est-ce que vous-même, vous avez été quand même surpris par la réaction des marchés? Vous êtes dit attendez, là on est dans un autre monde. Alors, on ne parle que des actions. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les taux d'intérêt à long terme ont beaucoup monté. Ça, c'est parfaitement raisonnable. Déficit public, inflation, avec une politique de réduction de l'immigration, tension sur le marché du travail. Le dollar s'est apprécié parce qu'on attend des taux d'intérêt beaucoup plus élevés aux États-Unis. Donc les taux et le change, il n'y a rien d'anormal. La vraie bizarrerie, c'est qu'effectivement, quelques jours avant l'élection, les marchés réagissaient au sondage de façon très claire. Plus Trump montait, et aujourd'hui, les marchés ont trié dans le programme de Trump, ce qui est pro-action, finalement. Jean-Paul Paulin, vous, est-ce que vous avez été surpris par ces réactions des marchés? Notamment, vous connaissez bien aussi la finance. Il y a des interrogations. On dit même il l'a dit dans une interview, Donald Trump, qui pourrait revenir sur la régulation financière qui avait été mise en place en 2010 après la crise de 2008. Est-ce que vous comprenez quelque chose à la réaction des marchés et puis surtout au programme, ce que veut faire Donald Trump? Effectivement, l'irrationalité des marchés a été démontrée une fois de plus. C'est vrai qu'au départ, ça a été extrêmement contradictoire. Cela dit, le Nasdaq et le Dow Jones ont réagi de façon différente. Et à l'intérieur, il y a eu effectivement des variations très très importantes. Il y a eu une différenciation dans les évolutions de cours des différentes sociétés. On a vu Sanofi, par exemple, bondir, et ceci correspond au fait que Donald Trump a promis de pas toucher au prix des médicaments, alors que Madame Clinton, à juste titre d'ailleurs, me semble-t-il, avait promis au contraire de le faire. Le prix des médicaments aux États-Unis est très élevé par rapport au prix des médicaments en Europe, et encore en Europe on trouve que c'est très élevé. Et puis on a vu aussi bondir en effet les financières, parce que il y a cette idée que Donald Trump reviendra sur la fameuse loi Dodd-Frank, et plus généralement d'ailleurs sur la réglementation financière, ce qui est au passage quand même extraordinaire, parce que
que si on en est là, d'une certaine façon, c'est quand même le fait de la crise financière. Si cette crise financière n'avait pas eu lieu, si les subprimes n'avaient pas existé... Il n'y aurait pas eu d'élection de Donald Trump? Alors, en tout cas, il y aurait sans doute pas eu le contexte qu'on a connu. Revenir sur cette réglementation bancaire est proprement suicidaire. Ouais. Alors là, vous avez tout à vos côtés Patrick Artus qui secoue la tête en disant non, je suis pas du tout d'accord. Emmanuel Le Chypre qui n'a pas encore parlé. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ça ouvre, pas avec vous, mais avec la BCE qui dit que ça ouvre une période d'incertitude. Moi, je trouve qu'on a moins d'incertitude. Anormal. Moi, je trouve qu'on a moins d'incertitude aujourd'hui qu'avant son élection. Alors, pour pousser un peu le raisonnement de Patrick, même si on ne sait pas où est-ce qu'on met le curseur, mais on sait qu'on aura des baisses d'impôts, on sait qu'on aura quand même des hausses de dépenses publiques, on sait qu'on aura un peu plus d'inflation. Oui, mais c'est incompatible tout ça. Mais non, c'est pas incompatible. Du coup, on a moins d'incertitude sur ce que va faire la Réserve fédérale, par exemple. Oui, c'est clair. Donc, coup, au final. Après, le raisonnement, sa politique, elle est plutôt pro-action. Moi, je pense que dans son programme, ce qui est majeur et ce qui aura peut-être le plus d'impact sur nous, c'est quand même, et qu'on n'a pas beaucoup commenté, c'est cette baisse massive de la fiscalité sur les entreprises. Parce que le royaume du dumping fiscal jusqu'à maintenant, c'était l'Europe. Et la Grande-Bretagne, notamment. Et là, l'Irlande. Et là, c'est quand même un choc. Oui. On viendra sur l'impact pour nous. Que sur les tendances de taux d'intérêt, de marché financier, et presque de macroéconomie, j'ai envie de dire, paradoxalement, on a peut-être moins d'incertitude aujourd'hui qu'avant son élection. Oui, enfin. Patrick Artus, alors Patrick Artus, et Jean-Paul Paulin, alors c'est très bien, personne n'est d'accord. Deux choses. Il y a une très grande incohérence dans le programme, mais justement, les investisseurs parient sur le fait que ce morceau-là du programme ne sera pas mis en œuvre. Les États-Unis sont au plein emploi. Et vraiment, les salaires augmentent vite, y compris pour les Américains les moins qualifiés, ce qui ne s'était jamais produit depuis 25 ans. Sur un an, si vous prenez les 20% d'Américains en bas de l'échelle des revenus, leur salaire a augmenté de plus de 6% sur un an. Donc il y a une vraie tension sur le marché du travail à tous les niveaux de qualification. Donc vous voyez que des grandes entreprises comme Amazon montent fortement les salaires des moins qualifiés parce qu'ils ne trouvent plus personne. Les entreprises de transport font revenir les retraités de 80 ans pour conduire les camions. Et donc on a un marché du travail extrêmement tendu. Si sur un marché du travail extrêmement tendu, vous faites de la relance budgétaire, normalement, ça n'a pas beaucoup d'effet, ou c'est très difficile. Vous allez surtout faire de l'inflation. Et si vous arrêtez l'immigration, c'est complètement délirant parce que vous avez besoin d'immigration pour alimenter l'emploi. Quand vous êtes au plein emploi, comment vous voulez produire plus si vous, en plus, vous faites partir les immigrés? Donc, le programme de Trump, il est radicalement incohérent. Et donc, on parie sur le fait que les bouts incohérents, les grandes entreprises sauront lui expliquer qu'il ne faut pas les mettre en œuvre. C'est quand même un pari parce que l'entourage de Trump est encore plus dangereux. Et puis, je voudrais quand même dire un mot sur les incohérence de mon voisin de droite, c'est que les États-Unis sont radicalement... Jean-Paul Paulin et pas Donald Trump. Non, s'il est pire. Et les États-Unis sont radicalement au plein emploi. Donc, c'est pas la crise économique. On est dans une situation très différente de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est pauvreté, etc. Les pauvres aux États-Unis, ils ont voté Clinton. Ils n'ont pas voté Trump. Ah bah ça dépend. Enfin... Si. Regardez les niveaux de salaire des électeurs. Plus de $50,000. Ces niveaux de salaire. Les pauvres, ils ont continué à voter démocrate. C'est quelque chose de très différent. C'est la mobilité sociale. C'est la classe moyenne blanche qui se dit mais regardez la structure des emplois. Nous allons trouver de mauvais emplois dans les services. Donc c'est quelque chose qui est très profond, je crois, qui n'a pas grand-chose à voir avec Patrick, la finance. on en sait plus aujourd'hui sur ce que va faire la Fed qu'avant l'élection. Elle va monter les taux. Donc du coup, Jean-Paul Paulin. Non, mais ce qu'on ne sait pas, c'est en effet ce qui va se passer, par exemple, sur le plan budgétaire. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il va y avoir 1000 milliards de dollars plus 4000 milliards ou 5000 milliards de réduction d'impôts et maintenir ça et puis en effet le financer. Donc c'est ça qui interroge. Donc je crois en effet que il y a bel et bien une période d'incertitude importante. Il faudrait rajouter en effet que bien d'autres points sont pas au clair. Par exemple, est-ce que justement la démondialisation ou la fermeture des frontières va dans le sens de ce qui a été voté? Certainement pas. Le problème que... Et là, il est en train de revenir, du reste largement dessus. Oui, mais le problème qui est à résoudre, c'est le biais technologique qui, en effet,
à poser des problèmes, on va dire aux petits blancs. Je suis pas, je crois que fondamentalement, c'est en effet là que ça s'est joué et que ces gens-là, pour partie, ont perdu leur maison du fait de la crise, que ces gens-là ont perdu leur job ou leur qualification du fait de la crise, et c'est ça qui était en jeu. Mais pas du fait de la crise, Jean-Paul, du fait d'une évolution qui a commencé bien avant la crise, qui est ce que nous appelons du nom affreux de bipolarisation du marché du travail, et qui commence bien avant la crise. C'est que dans tous les pays, et le problème se posera en France, et c'est posé en Angleterre, c'est posé aux États-Unis, se posera en France, en Italie, etc. C'est les emplois intermédiaires, c'est-à-dire les emplois autour de l'industrie disparaissent. Donc effectivement, le blanc de la classe moyenne, qui gagnait assez bien sa vie dans l'industrie, sa perspective, c'est que ses enfants sont dans un café, quoi. Comme mais que la crise a beaucoup... je crois pas. Je pense que la crise n'a pas beaucoup changé ça. De fait, il y a eu... on n'en est même encore pas sorti. Il y a eu une profonde récession aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, et ceci a évidemment joué. C'est difficile de faire... Je voudrais un instant revenir, mais quand même sur l'évolution des taux d'intérêt et des taux obligataires notamment. Est-ce que, Patrick Artus, il faut s'attendre à une remontée, on l'observe déjà, à une remontée très forte des taux obligataires? Est-ce que ça va se poursuivre? Très forte, faut peut-être pas exagérer, mais il est normal que les taux remontent. On en parlait tout à l'heure. D'une part, on s'attend quand même à du déficit public. C'est bien que le Parti républicain au Congrès n'aime pas les déficits publics. Donc le Parti républicain demande qu'il y ait des baisses d'impôts financées par des baisses de dépenses. Bon, Trump, comme nous l'avons tous dit, c'est plutôt des baisses d'impôts et des baisses de dépenses et des hausses de dépenses, puisque ce qu'il annonce comme baisse de dépenses, c'est très très marginal par rapport aux 1000 milliards d'infrastructures. Et donc, plus l'inflation, qui déjà était là aux États-Unis, puisque les salaires augmentent de plus en plus vite. On est vraiment au plein emploi, les salaires accélèrent. Les coûts salariaux unitaires ont augmenté de plus de 3% en un an, donc on va vers 3% d'inflation. À ça, on rajoute éventuellement un effet inflationniste de l'immigration, des droits de douane. Bon, donc les taux d'intérêt aux États-Unis, ils montent. La découverte, enfin en tout cas la confirmation, c'est que même si la Banque Centrale Européenne achète des montagnes d'obligations, quand les taux d'intérêt aux États-Unis montent, eh bien les taux d'intérêt en Europe montent. Donc les achats de la BCE n'empêche absolument pas que les taux d'intérêt soient corrélés. Donc le problème pour l'Europe, c'est que nos taux d'intérêt montent. Les taux italiens ce soir sont au-dessus de 2,20%. C'est une hausse tout à fait considérable par rapport à il y a 6 mois. Et est-ce que nous allons arriver à un niveau qui va commencer à poser problème à certains États, par exemple, sur leur budget, Donc ça, c'est quelque chose qui est inquiétant pour l'Europe et moins pour les États-Unis, parce qu'aux États-unis, c'est une conséquence logique de l'économie. Qu'est-ce qui pourra, je ne sais pas qui répond, qu'est-ce qui pourra enrayer cette hausse des taux, Emmanuel? Rien. Rien. Non. Rien. Mais à la limite, on peut considérer qu'une partie de cette hausse des taux est souhaitable et positive. Oui. Si on a une repentification de la courbe des taux, c'est-à-dire un écart qui s'agrandit entre les taux d'intérêt à court terme et les taux d'intérêt à long terme, c'est quand même un retour à la cohérence où vous retrouvez des notions de base qui font que le temps a un prix, que le risque a un prix. Et que le risque a un prix. Et que les banques européennes, du coup, pourront retrouver là une... Oui, enfin, c'est une drôle d'idée quand même de penser que parce qu'on va repentifier la courbe des taux, les gens vont emprunter plus. La question, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'investissement. Non, c'est juste sur les marges. Ok, donc sur les marges des banques, mais ça, c'est du côté de l'offre de crédit. Mais du côté de la demande de crédit, l'augmentation des taux, elle va pas faire. C'est pourquoi d'ailleurs. Déjà, avec des taux nuls, il n'y a pas beaucoup de demandes, alors. C'est vrai, mais je pense qu'il y en aura encore moins si on fait monter les taux. Et en effet, en plus, ça pose de vrais problèmes au budget, parce que à tout ce qui a été dit sur les déficits budgétaires de Trump, il va falloir ajouter l'augmentation du coût des emprunts, qui va effectivement accentuer encore un peu plus. Et juste un point, ça aurait été très différent si les taux européens avaient remonté pour des raisons européennes. S'il y a plus de croissance et plus d'inflation en Europe, que les taux remontent n'est pas dangereux, puisque la croissance... Là, nous avons un phénomène importé. Donc nous importons la hausse des taux depuis les États-Unis. Le fait qui va, par contre, compenser un peu, c'est que l'euro se déprécie. Ce qui est normal, puisque comme les taux montent aux États-Unis, ça attire des capitaux vers les États-Unis. Donc le bilan sur la zone euro, il est un peu compliqué. On a des taux qui montent, et quand même, je suis d'accord avec Jean-Paul, au stade où nous en sommes de la reprise, c'est pas vraiment une bonne nouvelle.
c'est vrai que alors les raisons pour lesquelles les cours des banques montent, c'est pas l'abandon de la régulation bancaire aux États-Unis, c'est que les taux d'intérêt à long terme montent. Hein. Mais par ailleurs, on va avoir un euro plus faible, donc le bilan sur l'Europe, il est mitigé, il n'est pas forcément complètement négatif. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on se prend là, on s'est pris 2 chocs successifs, donc avec à la clé la volonté de protectionnisme, en tous les cas c'est le sens du vote des Britanniques et le sens du vote des Américains. Est-ce que ça veut dire que les marchés doivent maintenant, c'est un peu la fin de l'âge d'or du libre-échange et de la mondialisation, non? En fait, donc, est-ce que ça va modifier un peu le logiciel des marchés? Oui, c'est vrai que c'est un peu des coups de couteau enfoncés dans la mondialisation heureuse, comme on disait. C'est vrai qu'on découvre là aussi que cette mondialisation n'avait pas tous les avantages que l'on en attendait, et c'est vrai qu'on risque de vivre des moments plus difficiles, sans doute pas un retour en arrière. Et de surcroît, c'est vrai que ça ne va pas concerner tous les secteurs. Mais en tout état de cause, c'est vrai que cette idée de sectionnement, cloisonnement, compartimentage de la chaîne de valeur, comme on dit, elle a de fait du plomb dans l'aile. Emmanuel ? Je crois qu'on a une tendance qui est quand même une espèce de désinternationalisation des processus de production. Qui est lié au fait que les salaires et le coût du travail ont beaucoup augmenté dans les pays émergents, que vous avez des technologies maintenant qui permettent de produire plus près, qu'on s'est aperçu que le coût de la délocalisation et de la production très loin avait été sans doute sous-estimé. Voilà, mais après, le protectionnisme, il a plus de sens aujourd'hui quand on rappelle... Le protectionnisme, ça a du sens quand vous cherchez... Mais ça faisait peur maintenant, mais on ça voit a que du en sens tous les quand cas... vous cherchez à protéger un produit national par rapport à la concurrence de produits étrangers. Mais quand vous regardez aujourd'hui les 25 produits les plus achetés par les Français, ils ne sont quasiment plus fabriqués en France. Donc aujourd'hui, faire du protectionnisme, c'est directement impacter le consommateur. Je vous rappelle les calculs du BIP qui ont été faits il y a 2 ans, qui étaient de dire, voilà, concrètement, si aujourd'hui on devait acheter 100% français, ça nous coûterait entre 100 et 300 euros de plus par mois. Donc aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens. Intéressant ces travaux, je ne les connaissais pas. Patrick Artus. Oui. Et puis après, il y a une question sur... Et supposons qu'en France, cette vague populiste se poursuive, est-ce que ça aura un impact ou pas, notamment sur l'euro et sur les marchés financiers et pour les conséquences pour la France? Bon, les deux choses. Première chose, je crois que Jean-Paul le disait, il y a une tendance mondiale, et qui n'est pas particulièrement... Trump l'accélère, mais c'était une tendance qui était déjà là, qui est une demande des États, des opinions, à ce qu'on produise auprès du consommateur final du bien. Si vous voulez vendre des avions aux Indiens, c'est mieux de les fabriquer en Inde, parce que si vous voulez les exporter en Inde, ils vont pas vous les acheter. Hein. Et donc, pour les biens... Oui, enfin de plus en plus par rapport à il y a 10 ans. Donc pour les biens, on est bien dans cette tendance où on va produire là où est le consommateur, donc il y aura moins d'échanges pour les biens. Pour les services, c'est beaucoup moins clair, au contraire. Enfin, les services totalement dématérialisés, enfin, je veux dire Alibaba, eBay ou Amazon, honnêtement, c'est complètement mondialisé, quoi. Je veux dire. Hein. Et donc les services numériques, digitaux, ils se mondialisent de plus en plus. Et puis alors la finance, elle s'archi-mondialise. Les sociétés chinoises font leurs emplettes partout dans le monde en achetant des entreprises. Les GAFA, hein, les grandes entreprises d'Internet aux États-Unis font des achats. Donc faut pas dire qu'on démondialise. Hein, on démondialise un bout de la chose qui est les biens. Mais pas l'ensemble de la chaîne. Pas du tout. Le reste, au contraire, se mondialise davantage. C'est-à-dire, on va avoir plus de mondialisation financière et moins de mondialisation des échanges de biens. Donc c'est quand même un contraste qui est, à mon avis, pour les... C'est surtout ce qui est intéressant, vous en parlez tout à l'heure avec vous, Jean-Paul Paulin, c'est que au départ, ça aurait dû être l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, la finance est responsable de cette crise de 2008. C'est elle qui a provoqué le chômage. Oui, mais quand je dis finance, quand c'est une entreprise chinoise qui achète une entreprise en Europe, j'appelle ça de la finance. Mais enfin, ça peut être de la finance d'entreprise. Non, mais c'est intéressant, c'est Donald Trump, là, il a dit ce matin, je crois que c'est au Wall Street Journal, ou hier, je sais plus, il a dit, mais c'est pour ça qu'il faut déréguler encore plus la finance, parce qu'en fait, cette fameuse loi Dodd-Frank qui empêche justement ces banques universelles, elle est en train, c'est elle qui pèse sur la finance et donc qui provoque le chômage de ces pauvres petits blancs qui sont dans les États américains. Il semble même qu'il ait dit que c'est ça qui empêche les banques de prêter. Alors c'est curieux. Ça va relancer la croissance. Oui, mais parce que lui pense que
cette loi empêche effectivement les prêts des banques aux ménages aussi bien qu'aux entreprises. Alors c'est très curieux pour plusieurs raisons, mais notamment parce que on nous a expliqué, répété que aux États-Unis le financement, notamment, enfin surtout le financement des entreprises, il se passe pas sur les marchés et pas sur les banques. Donc c'est extrêmement bizarre, c'est en tout cas très naïf de penser que aujourd'hui les banques, parce que les banques aux États-Unis, il faut voir que ce sont quand même des petites banques. On aurait tendance à avoir le raisonnement inverse, quoi. Je veux dire. Les banques, c'est pas les banques en effet qui freinent la croissance du crédit aux États-Unis, ni aux ménages, ni aux entreprises, parce que les entreprises ont des accès directs au marché qui sont beaucoup plus importants qu'en Europe. Oui, absolument. Patrick? Moi, je pense honnêtement que Dodd-Frank n'a à peu près aucun effet sur rien, que les banques universelles ou pas, c'est pas forcément du premier ordre. Mon sentiment, c'est que les pays où il y avait des banques universelles ont mieux résisté à la crise que les autres. Hein. Bon, enfin bon. Non, je voulais revenir sur votre point d'avant qui me paraît très important, qui est de dire maintenant quelles leçons pour l'Europe. Hein. Quelles leçons pour l'Europe? On a eu le Brexit, on a eu Trump. Ouais, c'est quoi les suivants? Les suivants, c'est peut-être les Italiens le 4 décembre. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Europe pour éviter? On voit bien, il y a partout un peu émissaire. En Angleterre, c'était l'UE. Aux États-Unis, c'est l'establishment de Washington. En Italie ou en France, ça sera à nouveau l'UE. Donc, comment on empêche en Europe que l'UE devienne de bouc émissaire de simplement des problèmes du marché du travail, du fait qu'on crée des mauvais emplois mal payés? Vous avez une recette en 30 secondes? Je pense qu'il faut que l'UE devienne visible dans le fait qu'elle aide les Européens en difficulté, ce qui n'est pas le cas. Le plan Juncker, les Européens en difficulté ne le voient pas. Donc il faudrait trouver des actions européennes que les Européens voient, que l'ensemble de l'opinion voit. Ça peut être de l'indemnisation européenne du chômage, ça peut être ce qui était proposé par beaucoup de gens, l'Erasmus des étudiants. Non, mais des étudiants en technologie, des étudiants professionnels. Un mot, Jean-Paul Paulin, après la conclusion, Emmanuel. Deux choses. Un, il faut expliquer. Et honnêtement, on est très mal parti de ce point de vue. C'est trop tard, non? Non, je pense qu'on a la possibilité de mettre des... Non, je pense que si le débat politique, notamment dans ce pays, avait une certaine tenue, c'est cela qu'on devrait faire. C'est-à-dire expliquer, en effet, ce qui est en train de se passer et pourquoi il faudrait éviter d'avoir la même chose que ce qu'on observe. Et deuxième chose, en effet, je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrick, une des grandes choses, c'est reconstituer la cohésion sociale. Alors qu'on nous casse les pieds avec la flexibilisation et ça, si on fait cette flexibilisation, il faut qu'il y ait en contrepartie un retour de la cohésion sociale. Merci messieurs. Juste un mot, Patrick Artus, donc il n'y aura plus de choc sur les marchés financiers. Ça y est, c'est digéré, Trump? Oui, mais pas forcément. Il reste 7 secondes. Non, mais à nouveau, les marchés deviennent extrêmement résistants parce qu'ils ont vu le pire. Donc des petits chocs maintenant ont très peu d'effet. D'accord, Jean-Paul Paulin, ils ont vu le pire, donc maintenant plus rien leur fait peur. Beaucoup de volatilité à l'avenir. Voilà. Emmanuel? Non, moi je suis sceptique sur cette idée qu'il faut expliquer, l'idée de la pédagogie. Le Brexit, on a matraqué avec des tonnes d'explications, et ça d'arguments. C'était sur la cohésion sociale. Et ça a été presque il faut du concret. Il faut du concret. Merci. J'ai pas vu une réforme qui a changé ma vie. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Patrick Artus, Jean-Paul Paulin, Emmanuel Le Chypre, merci beaucoup. Tout de suite Fabrice Lundi et ses décodeurs. À demain bien sûr.